Maintenant, après avoir dit physiologie et du lien entre les deux termes, deuxième concept important, c'est la caractéristique des êtres vivants. Donc, peu importe le manuel que vous allez étudier en biologie ou le cours que vous avez utilisé, les caractéristiques du vivant vont être définies. Donc, le nombre de caractéristiques peuvent varier un petit peu, les définitions varient un petit peu, mais à la base, on revient toujours un peu à la même chose. Et les caractéristiques des vivants, en fait, c'est quoi? C'est les fonctions communes, les propriétés communes qui vont unir tous les êtres vivants. En d'autres mots, ça veut, si je vous posais la question, en fait, qu'est-ce qui distingue un être vivant d'un être non vivant? Et ce qui va le distinguer, en fait, c'est ces caractéristiques-là qu'on va partager entre nous, organismes vivants. Alors, évidemment, des fois, il y a des fausses conceptions. Fait juste pour qu'on s'entende, les êtres vivants, c'est quoi? Bien, évidemment, si je vous donne des exemples, évidemment, l'être humain, tous les animaux, hein, tous les insectes, oiseaux, peu importe, poissons, tous les animaux auxquels vous pensez, qui sont microscopiques ou macroscopiques, qu'on peut voir à l'œil, bien évidemment, ils sont vivants. Les plantes, les arbres, parfois j'ai des étudiants qui pensent que c'est non vivant. Bien sûr que c'est vivant au même titre que vous. Un arbre a des systèmes, un système circulatoire, bien sûr, il n'y a pas de sang, c'est différent, il y a de la sève et tout, mais il y a des systèmes, des organes, des cellules spécialisées, un peu comme nous autres. Donc c'est vivant, bien sûr. Une bactérie, c'est vivant. Une seule cellule de votre corps est vivante. Donc je peux prendre une cellule de votre peau, je peux la remettre dans des conditions dans un plat de pétri avec des vitamines, du glucose, des éléments nutritifs, puis elle va commencer à se reproduire et à vivre. Donc, même une seule cellule, tous les organismes unicellulaires qui ont une seule cellule sont vivants aussi au même titre que vous. Même si vous, vous êtes composé de centaines de milliards de cellules. Donc, comment un organisme a une seule cellule, ou comme vous, avec des centaines de milliards de cellules, ou une plante, ou un animal, peu importe, pourquoi on dit qu'ils sont vivants par rapport, par exemple, à votre bureau ou un meuble ou une roche? Bien, parce que justement, on a des propriétés qu'on partage. Donc, les caractéristiques du vivant, on a tous ça en commun. Ils sont listés ici, il faut les savoir, il y a un petit peu de par cœur, il faut être capable de s'en souvenir, bien sûr, il faut être capable de comprendre ce que ça veut dire et de les appliquer, puis il va falloir être capable aussi, je vais rajouter un petit peu, peut-être quelques notes de cours sur chacune de ces explications, et là, ben, il faudra être à l'aise avec ce que je vais rajouter aussi. Première des choses, on va se rendre compte que tous les êtres vivants sont organisés. Exemple, si je prends un être humain, c'est un cours de biologie humaine, donc je vais y aller avec l'exemple de l'humain. L'être humain est organisé toujours de son niveau le plus simple vers son niveau le plus complexe. Parce qu'évidemment, une bactérie qui a une seule cellule, ou une cellule de l'exemple que je donnais tantôt, une cellule de peau, ben, c'est un niveau cellulaire, mais beaucoup moins complexe que si je prends l'ensemble de votre corps, qui a des centaines de milliards de cellules de spécialisées. Donc, ces cellules-là vont pouvoir se regrouper en différents niveaux qui va être de plus en plus complexe. On va les voir bientôt, ces niveaux-là. Je vous les expliquerai en détail, mais en gros, une seule cellule, c'est une chose, mais cette cellule-là peut s'attacher avec des cellules similaires ou semblables, ou parfois identiques, pour former ce qu'on appellera un tissu, puis ensuite, on peut aller à un niveau un peu plus complexe, l'organe, les systèmes et tout ça. Donc, on peut comprendre qu'on va toujours d'un niveau simple vers un niveau le plus complexe. Puis, le détail de ces niveaux-là, on va les étudier dans les prochaines diapos, donc je vais mettre ça sur la glace pour l'instant. Le deuxième point, tout être vivant, peu importe sa complexité ou son niveau d'organisation, font du métabolisme. La table n'a pas de métabolisme, la roche non plus, mais vous, oui, les animaux, oui. C'est quoi le métabolisme? La définition ici, elle est excellente. En fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques de votre corps. On peut dire de votre corps, mais on peut aussi parler de métabolisme cellulaire. Donc, c'est toutes les réactions chimiques dans une cellule, exemple. Et ça, c'est un mot qui revient énormément à la télévision, dans les journaux, dans vos cours, en soins. Il y a un impact métabolique sur mon patient. Le métabolisme digestif est diminué. Donc ça, c'est important de traduire. Je dis souvent que la biologie, c'est une nouvelle langue pour vous. Vous avez appris l'anglais ou une autre langue dans votre vie, si vous êtes francophone. Bien, il y a un effort au début à faire pour saisir les nuances, les mots, les termes. Puis une fois que vous commencez à les connaître, vous maîtrisez la langue. C'est la même chose en biologie. Quand vous voyez ce mot-là, moi, je veux qu'il y ait une petite lumière qui allume dans votre tête. Puis au lieu de me citer une réponse, une définition par cœur, vous comprenez que c'est les réactions chimiques, toutes les réactions chimiques, le total des réactions chimiques, hein, l'ensemble de ces réactions-là qui se produisent dans votre corps. Donc, si je vous dis que un jour, je vais vous montrer qu'une enzyme peut accélérer le métabolisme, bien ça dit que les réactions chimiques se font plus vite. Il y a un organe, c'est pas retenu pour maintenant, mais il y a un organe, la thyroïde, qui fait des hormones spécialisées dans le métabolisme, qui vont augmenter l'ensemble du métabolisme de votre corps. Donc, toutes les réactions chimiques dans votre corps vont aller plus vite.
Si vous avez un problème à la thyroïde, puis on fait pas assez d'hormones, ben, l'ensemble des réactions chimiques va diminuer, donc va aller plus lentement, le métabolisme diminue. Donc, quand vous voyez ce terme-là, c'est simplement ça que je vais vous garder en tête. Maintenant, si on complexifie un peu le métabolisme, si je considère toutes les réactions chimiques de votre corps, peu importe la réaction, elle se classe en deux types. Des réactions anaboliques, donc on parle ici de l'anabolisme, et du catabolisme. Deux mots extrêmement importants qu'on va beaucoup parler dans les prochaines semaines, parce qu'on va appliquer ces deux termes-là, ces types de réactions chimiques-là à différentes molécules, par exemple les protéines, les sucres, les graisses. Donc, il va falloir être très à l'aise à distinguer ces deux termes-là. On vous donne déjà quelques détails ici, mais je vais en rajouter quelques-uns. Donc, je vais aller au tableau pour vous montrer un petit peu la différence. Donc, ce qui est important de comprendre pour l'instant, le métabolisme, l'ensemble des réactions chimiques, se divise en deux types. Okay? Donc, dans ce cas-ci, métabolisme, j'ai des réactions chimiques de type anabolique, donc anabolisme. Puis, le métabolisme se divise aussi en un autre type de réaction chimique qui est le catabolisme. Donc, il faut bien distinguer ces deux termes-là. Première des choses, l'anabolisme, c'est toutes les réactions chimiques qui permettent de construire une molécule. Donc, aussitôt que vous allez voir le mot construction, production, synthèse, ça c'est un terme en biologie qui revient souvent. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ce terme-là, mais si je vous dis synthèse des protéines, ça veut dire qu'on construit des protéines. Si je vous dis synthèse de l'ADN, ça veut dire qu'on construit des molécules d'ADN. Donc, synthèse, fabrication, construction, c'est ça que production. Donc, quand vous voyez ces termes-là dans une question d'examen, un énoncé ou peu importe, déjà vous comprenez qu'on est en termes de réaction chimique de type anabolique. Et si j'illustre ça par un dessin, je prends une petite molécule de forme simplifiée, un petit bloc comme ça. Ça pourrait être on les connaît pas encore, on va les étudier les prochaines semaines, mais ça pourrait être un glucose, un acide aminé, peu importe. Il y a plein de molécules chimiques de base dans votre corps comme ça, qui sont sur leur forme la plus simple. Et quand vous faites de l'anabolisme, je peux prendre des éléments comme ça, similaires, et les attacher ensemble. C'est un peu comme des blocs Lego. Hein? Vous avez des petites briques carrées, vous en avez différentes sortes, vous en avez des rouges, des bleus, des vertes, c'est parfait, mais on peut les associer sous une forme plus complexe. C'est une forme complexe, donc, j'écris ici la forme la plus simple. Je prends plusieurs éléments simples comme ça, très similaires, parfois identiques. Je les attache ensemble. Et qu'est-ce que ça fait? Bien là, je peux créer une molécule complexe. Et ça a l'air de rien, mais tout ce que je viens de dire là, décrit à peu près l'ensemble des molécules de votre corps. Pour toutes les molécules et leurs fonctions qu'on va étudier dans les prochaines semaines, que ce soit la famille des glucides, des sucres, donc des graisses, des protéines, peu importe, ou des acides nucléiques comme l'ADN, peu importe. Ces grandes familles de molécules qu'on va étudier sont toujours organisées de la même manière. J'ai toujours une forme simple versus une forme plus complexe. Donc, évidemment, là, je les ai additionnés, mais ce que je devrais faire, l'anabolisme, pour refléter plus la réalité, je prends un élément simple, je l'additionne à un deuxième, à un troisième, et je devrais créer des liens chimiques entre ces molécules pour les attacher ensemble. Et c'est comme ça, la ligne que je fais symbolise un lien chimique qui vient accrocher ces trois éléments-là. Je donne un exemple. Un jeune enfant qui est en croissance va faire beaucoup d'anabolisme. Ses os doivent grossir, ses muscles doivent grossir, allonger. Même chose pour les os et tout ça. Donc, il gagne en taille. Un des éléments qu'il va faire au niveau de ses muscles et de ses os, c'est qu'il va faire la synthèse des protéines. On va fabriquer de nouvelles protéines pour ces nouvelles cellules musculaires, exemple. Donc, dans ce cas-ci, il va manger des éléments simples qu'on appelle des acides aminés. Donc, un acide aminé ici, exemple, deuxième, troisième. On va accrocher ces trois acides aminés-là sur leur forme complexe. Donc, une fois que je vais réussir à les attacher ensemble, ça va me faire une molécule complexe qui va porter le nom de protéine. Le nom des molécules va changer. Je peux prendre un autre exemple qu'on verra en détail. Là, je vais un peu plus loin que le premier cours, mais ça vous donne une idée un peu de ce qui s'en vient. À un moment donné, on fait un petit peu de chimie, très simple, de la chimie de base un petit peu. Donc, je viens d'en faire. Hein, les acides aminés que je vais attacher sous forme de protéines, des réactions chimiques de type anabolique. Bien, je peux vous donner un autre exemple. Vous pouvez manger du glucose, manger des fruits, des bonbons, peu importe.
Je peux prendre plusieurs glucoses comme ça. La forme simple, c'est un glucose. Et les attacher sous forme complexe. On verra qu'il y a différents sucres complexes qui vont changer de nom. Ça peut être du glycogène, de l'amidon, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours une forme simple ou complexe, peu importe la famille de molécules que vous allez étudier. Maintenant, je reviens à ce qui est important de comprendre. Si vous avez des réactions chimiques de type anabolique, c'est des réactions chimiques qui favorisent la construction des molécules. Quand je parle de construction de synthèse, ça veut dire que je prends un élément qui est simple, je l'attache avec plusieurs autres éléments simples pour former une molécule complexe. Parfois, vous allez voir le terme, je prends un petit peu d'avance, mais on va en reparler, monomère. Un monomère, ça veut dire un. Okay? Puis poly, ça veut dire plusieurs. Donc la forme complexe, parfois on va parler de polymère. Donc évidemment, une autre façon de dire, c'est qu'au lieu de parler de forme simple, je peux prendre, exemple ici, j'ai 3 monomères, 3 blocs séparés simples, et en attachant les 3 monomères ensemble, ça me donne une molécule plus grosse, plus complexe, qu'on va appeler un polymère, parce qu'il y en a plusieurs d'accrochés ensemble. Donc c'est une autre façon de dire les choses. On utilise souvent le terme monomère, polymère, donc simplement de bien distinguer la forme simple de la forme complexe. Les réactions cataboliques, c'est exactement l'inverse. Donc là, ça va être pour casser des molécules. Le C, ça peut vous donner un truc. C pour casser. Donc les réactions cataboliques, c'est pour briser, casser les molécules complexes en leur forme la plus simple. Donc briser, casser, détruire. En bio, un synonyme, on va parler souvent de dégradation. Et un autre terme, digestion, ou parfois même on parle d'hydrolyse. On va y revenir, je vais le définir plus clairement dans les prochaines capsules, mais pour l'instant, vous me croyez sur parole, donc l'hydrolyse. Si vous voyez ces termes-là, briser, dégrader, casser, digérer, hydrolyse, c'est toujours du catabolisme. Okay? Donc, c'est pour casser. Par exemple, la digestion, c'est très simple. Vous mangez des aliments avec des molécules extrêmement complexes. Votre estomac, l'intestin grêle, tous les organes digestifs de votre corps ont des substances chimiques, des enzymes ou autres, des acides, peu importe, des substances chimiques qui vont digérer, casser les grandes molécules que vous avez ingérées, mangées, et les rendre sur leur forme la plus simple. Donc, c'est complètement l'inverse de l'anabolisme. Dans ce cas-ci, on prend des molécules complexes ou des polymères et pendant le catabolisme, on veut les briser et les remettre sur leur forme la plus simple, donc des monomères. Donc, c'est complètement l'inverse de l'anabolisme. Un exemple simple, vous mangez un steak avec de la salade, ou si vous êtes végétarien, mangez des légumes, des fruits, des légumineuses. Bon, peu importe ce que vous mangez, il y a des protéines végétales, des protéines animales. Donc, par exemple, je prends un steak avec une salade, j'ai des protéines animales dans mon steak, évidemment, puis j'ai des protéines végétales aussi. Mais que ce soit de la salade ou de l'animal, ou le steak ou la viande, les deux sont faites de protéines, donc de molécules complexes. Et les protéines, qui soient d'ordre végétal ou animal, sont faites d'acides aminés tout le temps. Donc, c'est toujours les mêmes acides aminés, ils sont juste organisés un peu de façon différente au niveau des végétaux versus animal, mais c'est toujours les mêmes blocs. Toujours la même chose dans le monde du vivant. Alors, quand vous mangez votre steak puis votre salade, vous avez un paquet de protéines comme ça, forme complexe, des polymères, d'ordre végétal ou animal. Votre système digestif va faire du catabolisme, va casser les liens chimiques entre les différents éléments pour les séparer et les remettre sur leur forme d'acide aminé. Et là, on revient sous forme de monomère simplifié. Et peut-être que vous ne voyez pas l'intérêt de ce que je viens de dire. C'est très défini, c'est des définitions, c'est très littéraire ce que je dis, mais il y a une grande implication dans ce que je viens de dire. Quelqu'un qui est sous-alimenté ou qui est malheureusement qui vient, je sais pas, d'un milieu plus difficile où il y a moins de nourriture sur la table ou de moins grande qualité, pourquoi il y a des retards de croissance? Mais c'est exactement ce qui est à l'écran présentement. Si on y réfléchit bien, vous êtes en croissance, vous voulez grandir. Je l'ai dit tantôt, vous avez besoin de nouvelles protéines. Sauf que pour construire, synthèse des protéines, construire des protéines, j'ai besoin de blocs de départ. On l'a dit tantôt, j'ai besoin d'acides aminés, donc des espèces de blocs simples monomères. Mais la question que je ne vous ai pas dit, où c'est que vous allez aller... Je m'excuse, je viens de cafouiller un petit peu. Je vais reprendre ça plus tranquillement. Donc, ce que j'allais vous demander, quelle est la source de ces acides aminés ou de ces petits blocs ou de ces monomères, peu importe leur sorte. Donc, ça vient d'où? Ça vient de ce que vous mangez.
Donc, j'ai besoin du catabolisme, soit de l'anabolisme. Ce que vous allez manger dans vos aliments, si vous avez des grandes protéines, c'est parfait, vous allez les casser en petits morceaux. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces acides aminés-là? Bien, je les récupère pour aller fabriquer des protéines qui m'intéressent. Donc, quand vous mangez une salade, évidemment, on n'a pas besoin de protéines qui vont servir à la photosynthèse. On n'est pas des plantes. Sauf que les protéines de plantes ont les mêmes acides aminés. Donc, techniquement, ce que vous faites, vous mangez votre salade, vous digérez les protéines, vous faites donc du catabolisme, vous les cassez en petites molécules, et ces petites molécules, ces monomères, vous les récupérez dans vos cellules, et là, vous refaites de l'anabolisme. Donc, vous construisez les protéines qui vous intéressent, les protéines animales pour vos muscles, exemple. Et dans le fond, le catabolisme vous permet de vous fournir. On casse les grosses molécules que vous mangez et on vous fournit ces petits blocs, ces petits monomères que vous pouvez récupérer pour reconstruire les molécules selon vos besoins. Parce qu'évidemment, selon ce que vous êtes en croissance, stressé, sportif, plus sédentaire, selon ce que vous allez vivre au cours de votre vie, bien, au quotidien, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins et on va ajuster comme ça la production anabolique versus le catabolisme versus l'anabolisme. Bon, maintenant, je ferme la petite parenthèse. C'était des exemples pour vous aider à comprendre, mais pour l'instant, ce qui est très important de comprendre, c'est la différence entre les deux termes, comprendre le concept de molécule simple monomère versus polymère, et qu'il y en a un, dans le fond, c'est pour construire, l'autre pour détruire. Vous allez voir, je vais revenir à plusieurs reprises dans le cours avec ces concepts-là, et on va rajouter des éléments après, éventuellement, très rapidement, en fait. Donc ça, c'est une base assez simple, mais à un moment donné, je vais vous parler de production d'énergie, le lien chimique, on va pousser un peu plus davantage, à expliquer justement comment on fabrique le lien et tout. Donc ça va être important de bien distinguer le plus rapidement possible ce que je viens de vous dire au sujet de ces deux termes-là, parce qu'on va les pousser un peu plus loin en termes de compréhension. Donc, voilà pour ça. Maintenant, les deux premières caractéristiques du vivant, j'ai passé plus de temps sur le numéro 2, le 1, on va le revoir en détail. Si je poursuis dans la même lancée, il y a d'autres caractéristiques du vivant. Donc, si on revient aux propriétés du vivant, aux caractéristiques, tout être vivant, peu importe sa complexité, fait du métabolisme. Okay? Donc, il y a des réactions chimiques. Pourquoi? Bien, généralement, ça peut être pour produire sa propre énergie, mais comme on vient de le voir, pour faire du kata ou de l'ana. Okay? Donc, pour construire certaines molécules, puis en casser d'autres. Même la cellule de peau fait ça. Même la bactérie fait ça. Puis bien sûr, les plantes, les humains, animaux vont faire ça. Donc ça, c'est un autre point commun qui va unir les vivants. Tout être vivant va grandir et se développer. Parfois, c'est extrêmement évident. Hein? Si on regarde un animal, sa forme bébé, infantile, versus sa forme adulte, il va changer, il va grossir, il va se développer. Pareil pour l'humain. Une petite plante qui va pousser, vous plantez des tomates, bien, vous allez voir ça grandir et tout. Donc, ils vont se développer, vont grandir. C'est moins évident au niveau de la cellule et pourtant, même au point de vue cellulaire, les cellules peuvent grandir, se développer également, prendre de la masse au niveau du cytoplasme et tout ça. Donc, c'est vrai pour tout être vivant aussi. Pas grand-chose d'autre à expliquer, là, ça va de soi, c'est relativement simple. Ça, c'est très important, ce terme-là. Donc, l'excitabilité. Je sais exemple, en termes de français, ça peut avoir une certaine définition. En biologie, on l'aligne un petit peu différent. Mais c'est un terme important parce que c'est non seulement une caractéristique du vivant, mais on va la réutiliser, cette caractéristique, dans le système nerveux qu'on va étudier ensemble au niveau d'un neurone. Un neurone est excitable. Une cellule musculaire aussi, on va étudier les muscles à la fin de la session. Bien, le système musculaire, les cellules musculaires sont excitables. Donc, c'est un concept qui va revenir dans différents contextes. Alors, on va bien le définir aujourd'hui. Ce n'est pas écrit, mais ça, je veux vraiment que vous le rajoutiez dans vos notes, que ça soit très clair. Tout être vivant, que ce soit une cellule ou un organisme, fait preuve d'excitabilité. En d'autres mots, c'est une capacité à réagir, à répondre à son environnement. On va réagir à notre environnement. C'est d'être réactif. OK? Donc, exemple, notre environnement va se modifier. Ça peut être, pour une cellule, ça peut être la composition du milieu environnant en termes de chimie. Il y a telle molécule chimique. La cellule va se comporter différemment. S'il y a du glucose, exemple, ben, elle va vouloir le capter puis l'utiliser pour faire de l'énergie, exemple. S'il n'y en a pas, ben, elle va faire autre chose. Donc, c'est une certaine capacité à réagir à ce qui l'entoure. C'est vrai aussi pour un organisme. S'il fait extrêmement chaud dans la classe ou chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à transpirer. Vous réagissez à la température environnementale, vous avez trop chaud, vous tentez de vous refroidir pour vous maintenir en santé.
Donc, la transpiration vous permet de vous refroidir. Vous réagissez à votre environnement. Donc, l'excitabilité, c'est une capacité à réagir à une situation, à une modification de votre environnement. D'ailleurs, à un moment donné, je vais vous parler de stimulus ou de stimuli. Bien, c'est ça, c'est des perturbations au niveau de votre environnement. Et si vous êtes excitable, ça veut dire que vous êtes capable de réagir à un changement de situation. Puis, si vous n'êtes pas capable, bien, ça va vous empêcher de bien fonctionner. Il y a des éléments, ça peut être dramatique dans certains cas, ça peut être mortel, puis parfois ça peut juste nous empêcher de bien fonctionner. Un exemple, quelqu'un qui est, je ne sais pas, une personne paraplégique, est en chaise roulante, puis elle a perdu l'usage de ses jambes, puis la capacité motrice s'est touchée, et disons que la capacité sensitive aussi. Donc, exemple, cette personne en chaise roulante, si elle se met la main sur un rond de poêle, ses mains fonctionnent, elle va sentir la chaleur, la douleur, elle va réagir, elle est donc excitable. Le système nerveux a une capacité de réaction qui fait qu'on va agir sur les muscles pour retirer la main. Par contre, si on lui met un objet chaud sur la cuisse, elle n'est pas capable d'être excitable. On n'est plus capable de réagir à une situation. Donc, elle se fait brûler. Alors, ça, c'est un exemple que l'excitabilité ne fonctionne pas. On ne peut pas répondre à un changement. C'est vrai pour cet exemple-là, mais c'est aussi vrai pour une réponse cellulaire, une réponse hormonale, ou peu importe. Donc, les cellules doivent être capables de réagir à l'environnement, sinon elles ne pourront pas s'adapter, puis ça peut se traduire par des problèmes, évidemment. Donc, voilà pour la capacité d'excitabilité. Un autre terme extrêmement important, la régulation. Ça, c'est un peu comme le métabolisme. Hein? On va utiliser ce terme-là à outrance. Non seulement dans les cours de bio, mais en soins, puis même dans le langage populaire, à la télévision, la régulation, c'est un terme qui vient souvent. Puis comment on peut définir ça? Tout le monde connaît un peu le terme, mais quand je pose la question parfois en classe, puis je vous demande de me définir ça, bien, c'est dur de le dire de façon claire. On sait tout instinctivement un peu ce que ça veut dire, mais pas trop facile. Ça, d'habitude, ça témoigne que c'est peut-être pas tant clair. Il y a plusieurs définitions. Je ne vous demanderai pas par cœur de donner-moi une définition de régulation, mais je veux que ça soit clair pour que quand tu vois le mot, tu saches ce que ça veut dire. Fait que pour moi, la régulation, c'est un ensemble de processus qui s'assure que tout fonctionne bien. Hein? On s'assure que si on régule la glycémie dans votre corps, on s'assure que votre niveau de sucre sanguin, ce qu'on appelle la glycémie, soit dans les bonnes normes. Si vous en avez trop, ça peut poser des problèmes. Vous n'avez pas assez, ça pose d'autres problèmes. Donc, on va réguler la glycémie. Ça veut dire qu'on a différents processus de type anabolique ou catabolique contrôlés par différentes hormones. Donc, différentes réactions chimiques contrôlées par des hormones qui font en sorte qu'on va s'adapter et qu'on va réguler la glycémie, faire en sorte qu'on reste dans des normes, dans des valeurs normales pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et le jour où la régulation ne se fait pas adéquatement, ça conduit à une maladie, généralement, à une pathologie. Okay? Donc, quelqu'un en santé, ça veut dire que l'ensemble de ce mécanisme de régulation fonctionne bien. Et la régulation, les mécanismes de régulation vont nous amener à un état qu'on appelle l'homéostasie. Ça, c'est un terme extrêmement important. Puis on va tellement vous le répéter dans la session, puis en fait dans tous vos cours de biologie. L'homéostasie, là, en d'autres mots, c'est de maintenir un état d'équilibre pour les différents paramètres dans votre corps. Exemple, en fait, on vous dit, c'est la capacité de l'organisme à maintenir son état d'équilibre. Parfait, ça, je comprends ça. Puis, il y a un mot qui n'apparaît pas ici que je vais faire rajouter, puis ensuite, je vais peut-être vous expliquer ça. Donc, moi, je parle d'un équilibre dynamique. Okay? La capacité d'un organisme de maintenir son milieu intérieur constant, l'état d'équilibre, mais c'est un équilibre dynamique. Alors, je pose la question, dynamique versus statique. Ça veut dire quoi? Statique, ça ne bouge pas. Dynamique, ça bouge tout le temps. Et ça, c'est extrêmement important pour moi parce que je ne veux pas que vous pensiez que ça ne bouge pas, qu'on est toujours à 37 degrés Celsius la température. C'est faux. Ton état d'équilibre peut varier. Ça va toujours bouger un petit peu à la hausse, à la baisse, et ce n'est pas un problème tant qu'on reste dans des intervalles acceptables. C'est pour ça que je dis dynamique. Ça va toujours bouger un petit peu. Votre glycémie, on est en état d'équilibre lorsqu'on est, ça dépend des ouvrages, on parlait de 4,6 de concentration, parfois 4,7. Disons 4,7, c'est les chiffres les plus actuels. Bien, chez une personne en santé, normalement, évidemment, je ne parle pas d'un diabétique ou de quelqu'un qui est en hypoglycémie, mais quelqu'un en santé, généralement, devrait se maintenir la plupart du temps dans une concentration entre 4 et 7. Donc, ça bouge, c'est dynamique. Vous êtes à 4,5 ou à 5,
c'est encore normal. On considère que vous êtes en homéostasie, vous êtes en équilibre. Vous mangez, ça monte un petit peu vers le 6, 7, vous êtes encore en état d'équilibre. Vous n'êtes pas malade, entre guillemets. C'est vrai pour tous les paramètres de votre corps. Donc, l'homéostasie, en fait, si je donne quelques exemples de paramètres, je parlais de la température, de la glycémie, mais ça peut être la pression artérielle, ça peut être la quantité d'eau dans vos vaisseaux sanguins, ça peut être un paquet de choses, en fait, plein d'éléments chimiques, plein de facteurs dans votre corps qui vont toujours monter ou baisser un petit peu, mais on a des mécanismes de régulation qui vont faire en sorte que si ça monte trop pour un paramètre donné, ou si ça baisse trop, ben on a des mécanismes de régulation, des processus biologiques qui font en sorte qu'on va retourner à l'état d'homéostasie. Un exemple très simple, vous mangez ce soir, puis vous prenez un dessert. C'est sûr que votre glycémie est plus élevée, mais pourquoi vous n'êtes pas diabétique? Parce que vous avez des mécanismes de régulation au niveau du pancréas, puis de l'insuline, puis peu importe, certaines hormones, qui font en sorte que si vous mangez un gâteau, puis que votre glycémie passe de 7 à 12, c'est vrai que pour ce moment-là, vous êtes en déséquilibre, mais vous avez une hormone qui s'appelle l'insuline, puis le pancréas qui va exercer une régulation qui va conduire à une réponse qui va te ramener à la normale. Donc, pendant un petit moment, 30 minutes, 1 heure, vous êtes peut-être en hyperglycémie, vous êtes à 12, mais le mécanisme de régulation impliqué, si vous êtes en santé, fait en sorte qu'on va rediminuer votre glycémie dans les normales. Et c'est pour ça que vous êtes en santé. Donc, ça, il y a comme 2 concepts. Si je résume, le concept de régulation de l'homéostasie. La régulation, c'est des processus, des boucles qu'on verra, donc des réponses biologiques qui me permettent de maintenir l'homéostasie. Et l'homéostasie, c'est quoi? C'est tout simplement un état d'équilibre pour les différents paramètres de votre corps. J'ai insisté sur le fait que ça soit dynamique, même si ce n'est pas écrit, parce que ça va toujours bouger un petit peu, mais tant qu'on reste dans des intervalles acceptables, vous êtes en santé, vous êtes en équilibre, donc on dit que vous êtes en homéostasie. Donc, ce que je viens de dire, c'est vraiment la partie importante. Je vais ajouter un détail. Vous n'en rendrez pas compte, vous allez travailler un jour, mais tous vos patients sont clairement en déséquilibre, ne sont pas en homéostasie, parce que s'ils étaient en homéostasie, ils ne seraient pas à l'hôpital, ils seraient chez eux. Donc, ce que je suis en train de vous dire, même si vous n'utilisez plus le terme homéostasie quand vous allez travailler, dans le fond, vous êtes quand même confronté au quotidien à ce concept-là sans vous en rendre compte. Toutes les pathologies qui existent, toutes les maladies, c'est toujours nécessairement une rupture d'homéostasie pour un paramètre, pardon. Et de façon naturelle, une personne en santé a des réponses, des mécanismes de régulation pour se maintenir en équilibre. Mais le jour que ce mécanisme de régulation ne fonctionne plus, c'est là qu'il est hospitalisé, c'est là qu'il y a une maladie. Et qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez faire des techniques, donner des médicaments, différentes approches médicales pour rétablir artificiellement la régulation. Je parlais de diabète, c'est un excellent exemple. Le pancréas ne fonctionne plus, on ne fait plus d'insuline, donc on n'est plus capable de maintenir l'équilibre pour la glycémie. Le patient s'injecte de l'insuline pour imiter la boucle de régulation du pancréas. Donc, on rétablit artificiellement l'aide d'un médicament puis d'une injection, ce qui devrait se faire de façon naturelle en termes de régulation. C'est vrai pour n'importe quelle maladie. C'est vrai pour le cancer, trop de mitose, puis les cellules ne meurent plus. Présentement, on a probablement des cellules cancéreuses, mais c'est pas grave parce qu'on a un processus qui va les éliminer, les tuer en termes de défense. Mais si ce processus-là ne se fait plus, puis on a un problème à réguler la mitose, on fait le cancer. Vous avez un rhume, ben vos voies de défense sont plus faibles que la reproduction virale. Bon, il y a une déstabilisation, c'est déséquilibré, c'est plus l'homéostasie, mais le jour que le système de défense reprend le dessus, on élimine le virus, puis les cellules infectées, on revient à l'équilibre, puis les symptômes passent. Peu importe la maladie, c'est toujours une rupture d'équilibre, donc on n'a plus l'homéostasie, et ce qu'on fait d'un point de vue médical, c'est qu'on essaie, on tente de rétablir par des différentes techniques, différents médicaments, cette boucle-là, de façon artificielle, bien sûr, mais l'idée, c'est de rétablir l'équilibre. Donc, en d'autres mots, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'une personne en santé doit maintenir son homéostasie, son équilibre pour tous les paramètres de son corps, et si ce n'est pas le cas, il y a une pathologie ou un déséquilibre qui va apparaître. Maintenant, dernière caractéristique très simple, reproduction. Donc, tous les êtres vivants ont ça en commun, on se reproduit. Évidemment, votre premier réflexe, c'est de penser à 2 organismes, un mâle-femelle qui se reproduisent, puis qui ont un autre individu, un bébé, une descendance. Donc, bien sûr, il y a cette reproduction d'organismes qui se fait.
Mais il faut le voir aussi de façon plus large. Ça peut être juste la reproduction cellulaire. Donc, il faut faire attention. Parfois, vous ne pensez pas à ça, mais pour moi, un exemple très simple, vous coupez la peau, vous saignez, puis éventuellement, vous allez guérir. Donc, évidemment, il faut régénérer des cellules de peau. Il en manque. OK? Donc, ce que vous allez faire, bien, les cellules autour de la plaie, ces cellules de peau, vont commencer à faire de la reproduction, on appelle ça de la division cellulaire ou de la mitose, et elles vont se reproduire jusqu'à temps qu'on ait pu réparer, colmater la brèche, la plaie. Puis une fois que c'est réparé, bien, la mitose arrête, donc on arrête de se reproduire. Donc, le fait de faire des nouvelles cellules, c'est aussi de la reproduction. Un jeune enfant qui grandit, j'en ai parlé tantôt, c'est de la reproduction cellulaire au niveau musculaire, osseuse et de l'ensemble du corps. Donc, il ne faut pas penser que c'est simplement faire des bébés. La reproduction, c'est même vrai pour une bactérie qui se reproduit, qui se multiplie. Même si c'est une seule cellule, elle se reproduit au niveau cellulaire. Okay? Donc, il faut voir ça dans le terme plus large. Donc, je vais revenir ici à la première caractéristique qu'on a parlé, le niveau d'organisation. Tous les êtres vivants sont organisés sous leur forme la plus simple vers le plus complexe. Donc, il y a toujours une organisation chimique. C'est comme le niveau le plus simple. Je donnerai des définitions tantôt, mais on a des atomes, exemple, qui peuvent s'assembler sous forme de molécules, des molécules un peu plus complexes qu'on appelle des grosses molécules, ou en fait, le vrai terme, c'est des macromolécules. Et ces macromolécules vont s'organiser ensemble pour former des petits organites. C'est en fait des structures qu'on retrouve à l'intérieur de la cellule qui ont différentes fonctions. Donc, on est vraiment dans un niveau chimique. C'est la base de la matière généralement, puis de la matière vivante aussi. Et éventuellement, ces molécules de plus en plus complexes vont s'organiser sous forme de cellules. Exemple, une cellule de peau. J'ai une cellule de peau, une cellule musculaire en fait, ou une cellule nerveuse. J'aurais plus donné des exemples de tissus, fait qu'on va parler de cellules musculaires, de cellules épithéliales et tout ça. Maintenant, ces cellules-là se rattachent. Là, j'en ai juste une. Elles vont se raccrocher ensemble pour former ce qu'on appelle un tissu. Je vais vous donner une définition au prochain diapo. Et éventuellement, ces tissus forment un organe, donc à un niveau encore plus complexe, parce qu'un organe, exemple l'intestin ici, est formé de plusieurs tissus. Donc, une cellule, plusieurs cellules forment un tissu, plusieurs tissus forment un organe, et l'ensemble des organes vont former les différents systèmes, exemple système digestif, respiratoire. Et si je considère l'ensemble des systèmes, bien là, j'ai le niveau le plus complexe, j'ai un organisme vivant. Donc, ce niveau de complexité de la matière, je vais beaucoup l'orienter vers l'être humain, c'est un cours de biologie humaine, mais si je faisais un cours de biologie végétale, ce serait la même chose. L'organisme porterait le nom d'érable, exemple, un arbre, mais il y a un niveau chimique, cellulaire, tissulaire, organique, comme n'importe quel organisme vivant. Donc, on est vraiment orienté comme ça. Hein? On part tout le temps de la forme la plus simple, puis qu'on va complexifier vers sa forme finale. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail les différents niveaux. Donc, dans ce cas-ci, j'ai le niveau chimique, hein? Donc ce que je viens de décrire. Vous avez les atomes. Donc, ça, ce que je vais vous faire noter, c'est qu'en fait, un atome, pour moi, c'est l'unité de base de la matière. Toute matière est composée d'atomes. Et j'inclus la matière non vivante. Donc, ce n'est pas... Les atomes, vous ne pouvez pas distinguer le vivant du non vivant. La roche, la table, l'être humain, l'animal est fait d'atomes. Et quand vous étudiez le tableau périodique, les atomes qui sont sur ce tableau, c'est l'ensemble des atomes qui constituent l'univers en entier. Hein. Dans le fond, tout est là, là. Ça veut dire qu'il y a des atomes de carbone dans la matière vivante, bien sûr, mais il peut y en avoir aussi dans la matière non vivante. Le méthane, exemple, qui est un gaz, bien, il y a du carbone. Le CO2, qui est un gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère. Donc, il y a du carbone dans différents éléments, mais ça ne distingue pas le vivant du non-vivant. Donc, le niveau chimique, c'est partout, en fait. Hein? Donc, peu importe. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est comme, quand je vous dis l'unité de base, c'est comme si c'est le niveau le plus simple. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Ça, c'est vrai pour mon cours de bio, mais si vous faites de la chimie avancée dans votre vie, vous allez voir que c'est une grossière simplification, parce qu'évidemment, l'atome, il y a des particules. Hein? Il y a les particules de base qu'on connaît depuis très longtemps, les protons, neutrons, électrons. Puis là, il y a les quarks, puis il y a des sous-particules encore plus complexes, puis c'est un monde infini. Donc, évidemment, si j'avais un chimiste dans la classe, il trouverait que c'est extrêmement simplifié. Mais n'oubliez pas que je ne ferai pas de chimie avancée avec vous autres. Hein. C'est vraiment les notions de chimie qui sont utiles pour moi, pour la biologie, puis je ne vais pas plus loin. Donc, l'atome, on considère dans mon cours que c'est l'élément le plus simple. Il va expliquer plein d'interactions chimiques puis biochimiques ou même biologiques dans votre corps, et c'est suffisant.
Donc, pour moi, c'est l'unité la plus simple. On part de la base. Okay? C'est le premier niveau. Maintenant, une molécule, c'est quoi? C'est plusieurs atomes qui s'attachent ensemble. Exemple, la molécule d'eau que tout le monde connaît, c'est H2O. Ben, c'est deux atomes d'hydrogène attachés à une molécule d'oxygène. O2, qu'on respire, le dioxygène, c'est aussi une molécule. Pourquoi? C'est quoi la différence entre O et O2? O, c'est un atome d'oxygène. O2, c'est deux atomes d'oxygène. Donc ici, je parle d'un atome, mais ici, vous êtes obligé de me dire la molécule d'oxygène parce qu'il y en a deux. Okay? Fait qu'il faut faire attention, c'est un petit piège parfois pour certains. Mais une molécule, c'est au moins deux atomes, sinon plus. C'est plusieurs atomes. Donc là, on parle de molécule. Macromolécule, c'est simplement une grosse molécule, ou si vous préférez, une molécule plus complexe. Okay? Donc, c'est tout simplement ça la définition. Et les organites, ben, c'est un ensemble, ça vous pouvez noter ça. Donc, les organites, c'est un ensemble de macromolécules. C'est le niveau le plus complexe du niveau chimique. Okay? Donc, même dans le niveau chimique, qui est le niveau le plus simple de la matière, il y a une organisation. On parle vraiment de la forme simple qui se complexifie vers l'organite, qui est la forme complexe. Et non seulement les organites, c'est un ensemble de macromolécules, qui c'est la forme la plus complexe, mais c'est également, ça va former des petits éléments, des structures qu'on va retrouver à l'intérieur de la cellule. Par exemple, une membrane cellulaire, un noyau, une mitochondrie, des organites qu'on va étudier bientôt. Mais l'idée, c'est que c'est comme des parties de cellules. Mais on n'est pas encore sous la forme finale qu'on va appeler la cellule. C'est vraiment des éléments, des parties d'une cellule. Donc, pour l'instant, on parle encore de molécules, mais extrêmement complexes. C'est un agencement de molécules complexes. Ça, c'est le niveau de base. Suite au niveau chimique, là, je vais arriver au niveau cellulaire. Donc, si je prends l'ensemble des organites, puis des molécules, des atomes, je peux faire la cellule. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au niveau cellulaire, c'est le premier niveau qui permet la vie. Okay? On vous dit ici, c'est les plus petites entités vivantes, je suis d'accord. Une autre façon de dire, c'est l'unité de base de la vie. Autrement dit, la cellule, on considère que c'est un élément vivant, mais tout ce qui est chimique, molécule, atome, ce n'est pas vivant. Okay? Donc ici, je vous pose la question autrement. Pourquoi je considère qu'une seule cellule, c'est vivant, puis que c'est l'unité de base de la vie? Bien, la cellule est vivante parce qu'elle répond aux 6 caractéristiques du vivant que j'ai expliqué tantôt. Elles peuvent grandir, elles peuvent se reproduire, faire du métabolisme, donc tout ce qu'on a dit tantôt, l'homéostasie, le maintien son homéostasie. Donc, au même titre qu'un animal, la cellule est capable de faire toutes les caractéristiques du vivant. C'est pour ça qu'on considère que c'est vivant. Mais pourquoi on vous dit unité de base de la vie? C'est parce que c'est les plus petites unités qui permettent les 6 caractéristiques. C'est l'unité le plus simple qui répond aux 6 caractéristiques de la vie. C'est sûr qu'un atome, une molécule, c'est des éléments encore plus simples que la cellule, mais ne sont pas vivants. Alors qu'ici, on est capable de considérer ça vivant parce qu'on a les 6 caractéristiques. Évidemment, ici, ça ne dit pas grand-chose. On vous dit que leur structure, ça varie beaucoup. La forme, évidemment, ça va refléter leur spécialisation. Moi, je parlais plus de fonction. On a discuté déjà un petit peu, donc ça va. Et au cours de votre cours de biologie, de la session, donc, ou des prochains cours, on va les étudier plus en détail, les différents types cellulaires et leurs fonctions respectives. Maintenant, une cellule, c'est une chose. Un tissu, c'est quoi? C'est plusieurs cellules. Donc, plusieurs cellules qui vont s'attacher ensemble. On vous dit semblables et souvent ils sont identiques ou très similaires. Fait qu'exemple, le tissu musculaire va regrouper des cellules de muscles. Hein? Donc les cellules musculaires sont identiques. Il y a d'autres tissus qui vont avoir des cellules comme le sang, c'est un tissu liquide, c'est une exception, c'est pas un tissu solide, mais c'est un tissu conjonctif qui a été très modifié. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas des cellules identiques, vous avez raison. Des globules blancs, des globules rouges, c'est différent, mais ils sont très similaires, ils viennent de la même cellule souche, ils se ressemblent beaucoup, même s'ils n'ont pas les mêmes fonctions, qu'ils n'ont pas la même anatomie. Mais on considère que c'est des cellules semblables, elles se ressemblent beaucoup plus qu'une cellule musculaire, par exemple. Donc, généralement, les cellules pareilles ou très semblables vont s'attacher ensemble puis forment comme une espèce de couche, d'étage. Pour moi, ça, c'est un tissu. Puis une image qui me vient en tête, c'est une analogie un peu simpliste, mais ça peut vous aider. Pensez à une maison. Bien, votre maison, c'est comme un organe, si vous voulez. Mais si je prends juste un mur de votre maison, par exemple, il y a 4 murs, je prends un mur de briques. Chaque brique, c'est une cellule. Et chaque brique, on les attache ensemble pour former le mur. Donc, le mur, ça constitue votre tissu, tout simplement.
Donc, c'est un niveau un peu plus complexe parce que j'ai plusieurs cellules, mais ce n'est pas encore un organe. Okay? C'est plus simple qu'un organe. Dans votre corps, il y a principalement 4 classes de tissus, puis chaque classe a ses propres sous-classes. Par exemple, le tissu conjonctif est quand même assez complexe et très varié, mais au moins avoir une idée un petit peu de la différence entre les fonctions de ces tissus-là. Okay? Donc, évidemment, si vous voyez le terme tissu nerveux, c'est un tissu qui sert à la communication électrique. Okay? Donc, communication électrique. Sous forme d'influx nerveux qu'on va étudier un peu plus tard. Ensuite, tissu musculaire, c'est un tissu qui permet la contraction. Ça, c'est assez unique. Contraction, généralement, le tissu musculaire, quand il se contracte, il va raccourcir. Hein, vous pliez le bras, une flexion, bien, le biceps raccourcit. Donc, c'est un tissu qui est capable de se raccourcir, de se replier sur lui-même. Et généralement, ça va exercer une traction, une certaine force sur, un organe pour lever un os. Donc, exemple, tirer sur l'os de votre avant-bras, pour un des deux os, en fait, pour permettre le mouvement de l'avant-bras. Ou je vais permettre un mouvement au niveau de la paroi de l'estomac pour faciliter la digestion, donc contraction de l'estomac. Ou exemple cardiaque, le tissu musculaire va se contracter, donc le cœur va diminuer de taille au niveau, je ne sais pas moi, des ventricules pour expulser le sang à l'extérieur du cœur. Donc, tissu musculaire, contraction, permet un raccourcissement du muscle, mais généralement, ça dépend de l'organe, ça va permettre un mouvement, soit pour la digestion, pour propulser le sang, bouger un bras, mais l'idée, c'est tout tissu musculaire fait contraction. Tissu épithélial, il y en a plusieurs sortes que vous allez étudier au cours de votre deck, mais en gros, c'est généralement un revêtement interne dans l'organe, un petit peu comme une tapisserie, mais une tapisserie intérieure. Donc, c'est un revêtement interne. Un rôle général au tissu épithélial, ben, on protège l'intérieur de l'organe, bien sûr. Donc, ça, c'est une fonction assez commune du tissu épithélial. Couche interne, protection, donc, ça, c'est sa première fonction. L'autre chose que vous devez noter, c'est que le tissu épithélial, ben, sa fonction peut changer selon le type d'organe. Donc, un tissu épithélial à l'intérieur, donc le tissu épithélial de l'intestin n'a pas la même fonction que le tissu épithélial au niveau de votre gorge ou des bronches. Donc, il y a toujours une fonction de protection, mais au niveau intestinal, ben, le tissu épithélial est modifié de sorte qu'on peut aller faciliter l'absorption des nutriments que vous avez mangés. Au niveau de la gorge, ou la gorge, c'est un bon exemple, hein? Donc le pharynx, bien, le tissu épithélial est modifié parce qu'il est très épais, plusieurs couches pour protéger des aliments abrasifs que vous allez manger ou de ce que vous respirez. Donc là, on ne veut pas absorber la nourriture au niveau de la gorge, évidemment, c'est impossible. Donc, ce n'est pas le même type de tissu épithélial, il va y avoir des modifications. Donc, selon l'organe, la fonction du tissu épithélial va être modifiée. Au niveau des voies respiratoires, certains endroits, le tissu épithélial est modifié pour produire une substance qu'on appelle le mucus qui va vous protéger. Mais en gros, c'est toujours couche intérieure de l'organe, protège et fonction spécifique. Donc, on modifie le tissu épithélial selon la fonction de l'organe, évidemment. Le tissu conjonctif, c'est le plus complexe parce que c'est les plus variés. Donc, certains tissus conjonctifs, souvent, en fait, pas toujours, mais souvent, on le retrouve de façon externe, hein, extérieure à l'organe. Donc, exemple, un cadeau de Noël, exemple, bien, imaginez-vous que le cadeau, dans son papier d'emballage, le cadeau, c'est votre organe. Le papier d'emballage qui l'enveloppe, ce serait le tissu conjonctif. Donc, évidemment, il y a deux rôles déjà, pour la plupart du temps. Un rôle de protection de l'organe, protection externe, de soutien. On va soutenir l'organe, le tissu conjonctif, non seulement le soutient, mais il peut fixer l'organe aux structures voisines pour le maintenir en place. Donc ça, c'est un rôle très général. Mais il faut faire très attention parce que le tissu conjonctif, c'est probablement le tissu qui peut le plus se modifier et peut tellement se spécialiser qu'on peut complètement changer la fonction. Donc les deux fonctions de protection soutien, c'est vrai pour beaucoup de tissu conjonctif, mais je vais donner un exemple. Le tissu adipeux, quand on engraisse, on commence à faire un peu de la bédaine, bien, qu'est-ce qui se passe? On stocke des graisses dans des cellules adipeuses. C'est des réserves d'énergie à long terme, mais c'est un tissu conjonctif. Je peux prendre un autre tissu conjonctif qui est très riche en fibres de collagène, c'est comme des protéines un peu en forme de spaghetti, de ruban.
et qui va soutenir, exemple, la peau, donner une élasticité à la peau. Donc là, on est plus, ou on va envelopper un organe. Donc là, on est plus dans la protection, le soutien. Mais je reprends ce tissu conjonctif, puis je rajoute du calcium et des minéraux, puis ça le durcit, ça devient de l'os. Donc l'os, c'est un tissu, le tissu osseux, si vous voulez, mais c'est un tissu conjonctif haute masse modifié. Même le sang que je parlais tantôt est un tissu conjonctif liquide. Donc imaginez-vous, la matière osseuse, le sang, les tissus adipeux, quand on engraisse, c'est tous des tissus conjonctifs hautement spécialisés qui ont complètement changé de forme. Donc, évidemment, là, ça devient plus complexe. Ces tissus conjonctifs, vous allez les étudier éventuellement au cours de votre DEC de façon plus spécifique. Mais pour l'instant, on va y aller avec, comme c'est un cours d'introduction, ces 4 grandes classes avec ces grandes fonctions générales. Mais bien sûr, il manque un petit peu de précision, mais pour l'instant, c'est suffisant. Donc, évidemment, pour l'examen, moi, je m'attends que si vous voyez un de ces tissus-là, vous êtes capable de distinguer leur fonction générale sans trop complexifier, là, comme je viens de le faire, c'est suffisant. Donc maintenant, pour compléter toujours cette caractéristique du niveau d'organisation, qui est une caractéristique du vivant, on est parti du niveau le plus simple, les atomes et tout ça, on a parlé de la cellule, des tissus. Maintenant, si on complète ça, qu'est-ce qui vient après les tissus? Donc, qu'est-ce qui est un peu plus complexe que les tissus? Bien, les 4 classes de tissus, qu'est-ce qu'on va faire? On va les assembler ensemble pour former un organe. Donc, on vous dit ici qu'un organe, c'est au moins 2 tissus, puis généralement, c'est plusieurs tissus, mais des tissus différents. Alors, faire attention parce que je vous dis, exemple, le tissu musculaire, c'est un groupe de cellules identiques ou très similaires qui s'attachent ensemble. Mais un organe, c'est des tissus différents. Et ça, c'est pas écrit ici. Hein? C'est pas le même tissu, évidemment. Parce que si j'ai juste du tissu musculaire, ce n'est pas un organe. Donc, je vous donne un exemple très simple. L'estomac, c'est un organe. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai au moins 2 tissus différents, même s'ils ne l'ont pas écrit ici, il faut le noter, donc différents. En fait, il y en a plus que 2. Pensez-y, l'estomac sert à quoi? Digérer. Comment il fait? Il y a déjà un tissu musculaire qui contracte pour pouvoir brasser la nourriture que vous avez ingérée. Il y a déjà un tissu épithélial modifié au niveau de la production de substances chimiques, exemple des enzymes, des acides, donc un tissu épithélial modifié. Il y a un tissu conjonctif qui entoure l'estomac pour le protéger et le soutenir. Donc, j'ai déjà 3 types de tissus différents. Il y a des influx nerveux qui peuvent informer aussi les centres digestifs, à savoir est-ce que l'estomac est plein ou vide. Donc, j'ai déjà un tissu nerveux. Donc, j'ai au moins déjà 4 tissus différents. C'est pour ça qu'on parle d'organes. Alors, un organe, peu importe l'organe que vous considérez au niveau de votre corps, c'est toujours la même définition. Plusieurs tissus différents. Tantôt, je parlais du sang, qui est un peu une exception. Un autre qui nous amène souvent des erreurs de compréhension, c'est la peau. La peau, vous me dites tout le temps, c'est un tissu. C'est faux. C'est dans l'imagerie populaire, mais c'est pas vrai. La peau, c'est un organe. Un drôle d'organe, j'en conviens, hein, parce que c'est un organe extrêmement mince sur la surface, qui est étiré sur la surface de votre corps. On est loin de l'estomac. Donc, c'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est quand même un organe parce qu'il est composé de plusieurs tissus différents. Et donc, ils fonctionnent de façon différente qu'un estomac, mais ils ont ça en commun. Donc, clairement, la peau est un organe. Ça, évidemment, un organe, un estomac, on est loin de l'être humain encore. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer plusieurs organes différents, puis on va les regrouper sous forme de systèmes. Un être humain, c'est pas compliqué, c'est 11 systèmes cardiaques, donc cardiovasculaire, respiratoire, reproducteur, peu importe. Et le concept de système, c'est quoi? Bien, c'est plusieurs organes différents, mais qui ont un objectif commun. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est des organes qui sont différents. Donc, un estomac, ce n'est pas un intestin. Ils n'ont pas le même rôle. C'est des organes différents, mais on les regroupe sous forme de système parce qu'ils ont un objectif ou une fonction commune. Et le meilleur exemple, je vais prendre en fait le système digestif que vous connaissez déjà généralement quand vous commencez mon cours. Si je vous posais la question, je vous demandais, nommez-moi des organes digestifs, je suis pas mal sûr que tout le monde dans la classe pourrait me dire, exemple, estomac, foie, intestin, bon, peu importe, là, ceux que vous connaissez. Maintenant, je pose la question suivante. Est-ce que les organes digestifs ont la même fonction? Bien, le foie, puis l'intestin grêle, puis l'estomac, c'est des organes différents. C'est clair qu'un estomac n'a pas les mêmes fonctions que le foie, puis l'intestin grêle n'a pas la même fonction que le pancréas. Mais tous ces organes-là digestifs, même s'ils ont des fonctions différentes, ont un objectif commun, la
digestion. Donc, c'est pour ça qu'on les met sous l'appellation de système, hein. Système digestif, c'est des organes différents, mais qui ont l'objectif de digérer. Système respiratoire, bien, les poumons qui font les échanges gazeux n'ont pas le même rôle que votre nez, qui permet le passage de l'air ou de détecter les odeurs, ou des bronches, qui sont simplement des conduits pour transporter l'air inspiré ou expiré. Mais ils travaillent tous ensemble à l'élimination du CO2, puis à inhaler, aller chercher de l'oxygène. Donc, la respiration. Donc, que les organes aient une fonction différente, les organes respiratoires ont tous la même fonction. Respirer. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on les regroupe sous forme de système, parce qu'ils travaillent au même objectif commun. Puis un organisme, c'est quoi? Très simple, c'est tous les systèmes, c'est l'ensemble des systèmes qui veulent composer. Donc, c'est l'ensemble des systèmes, c'est le niveau le plus complexe de la matière vivante. Okay? Pour un cours de biologie humaine, l'organisme humain, c'est le niveau le plus complexe. Il y a d'autres niveaux plus poussés que vous n'allez pas étudier, mais si vous faisiez un cours, exemple, de biologie en sciences, bien, on va vous montrer que les organismes peuvent interagir ensemble. C'est plus de l'écologie, mais exemple, l'écologie des populations. Donc, les organismes vont interagir ensemble ou avec leur environnement. Donc, il y a d'autres niveaux de complexité, évidemment. Mais pour un cours de biologie humaine, c'est le niveau le plus complexe qui existe en biologie. Et l'être humain, c'est 11 systèmes, tout simplement. On va les voir bientôt, mais exemple, système reproducteur, respiratoire, nerveux. Donc, c'est 11 systèmes, et ces 11 systèmes qui travaillent ensemble à maintenir l'homéostasie constituent l'organisme, donc dans ce cas-ci, l'organisme humain.